et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, c'est une histoire qui est à la une du journal, une histoire de notre bureau d'enquête. Une arrestation jugée abusive d'une aînée de 76 ans qui est atteinte d'Alzheimer. Écoutez, c'est toute la trame narrative de cette histoire-là a aucun bon sens. Quelle histoire que rapporte Félix Séguin et Lisa Cloutier du journal. Là. C'est la famille en ce moment d'une aînée de 76 ans qui tire la sonnette d'alarme après un incident qui a eu lieu en juin dernier. On se trouve à ce moment-là là, dans le coin de Charlesbourg. Christiane Tremblay, c'est une dame de 76 ans, ça fait depuis 2012 qu'elle est diagnostiquée avec l'Alzheimer. On est rendu à un stade assez avancé où elle va oublier la majorité des choses qu'on va finir par lui dire. Et là, 27 juin, est dans la résidence pour aînés La Chambrière de Vanier. Ok, ça fait quelques semaines à peine qu'elle est là. Et là, altercation avec d'autres aînés sur place. On en vient au coup, là, selon les images des caméras de surveillance, à frappe au visage. Là, d'autres aînés qui sont sur place. La police est appelée, débarque sur place parce que les employés sont pas capables de maîtriser tout ça. Et là, les deux policiers sur place la menottent, l'amènent au poste, l'interroge et la garde toute la nuit en détention. Et là, ce qui est spécial, c'est bien évidemment que s'obstiner qu'une personne à Alzheimer comme ça donne pas grand-chose. Madame Tremblay elle-même, c'est même pas trop où elle se trouve par la suite de cet incident-là, mais surtout, la famille dit, on s'est pas fait informer du tout, là. Elle était rendue en cellule au poste, puis c'est à ce moment-là qu'on a fini par apprendre tout ce qui s'est passé. Au lieu de le savoir en amont, puis de pouvoir intervenir, pouvoir essayer de la raisonner, avec des gens qu'elle connaît puis qu'elle comprend. La police de Québec, de son côté, se défend en disant, regardez, nous, au moment de l'intervention, on savait rien de son état de santé mentale. On n'était pas au courant qu'il était atteint d'Alzheimer, mais ça a quand même pas empêché le processus judiciaire de suivre son cours. Là. On l'a amené le lendemain matin jusqu'à l'hôpital Enfant Jésus, a comparu en visioconférence pour des accusations de voie de fait armée. À ce moment-là, Mme Tremblay crie, elle comprend pas ce qui se passe. Elle dit, j'ai pas fait ça, qu'est-ce que c'est? Elle s'en souvient. C'est intéressant, on est plus sévère avec les personnes âgées que les criminels. C'est là que le bas blesse, véritablement, parce que là, on se comprend que c'est pas une résidence dans laquelle elle aurait dû être hébergée, là, c'est pas adéquat pour son niveau à ce moment-là de détérioration. Mais ensuite, c'est aussi que, je veux dire, c'est pas l'endroit, là, la prison, la cellule pour envoyer une dame comme ça. C'est plutôt, évidemment, dans un centre hospitalier. Et là, ça soulève toutes sortes de questions parce que le processus judiciaire suit son cours, là. Elle va devoir revenir devant le tribunal. Bon. Parmi les questions qui sont soulevées, là, puis tu l'as très bien dit, 2012, le diagnostic tombe. Elle est atteinte de maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, aujourd'hui, Madame Tremblay, elle est hospitalisée à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, là où, essentiellement, son état requiert sa place. OK? Quelques réflexions là-dessus, parce que depuis que j'ai lu cette histoire-là, ce matin, j'en reviens pas. De un, la déclaration de la police de Québec. OK? La police de Québec dit, on n'a pas été avisé de l'état de santé de Mme Tremblay au moment de l'intervention. Avez-vous posé des questions ou vous êtes arrivé là? On va procéder à l'arrestation de la prévenue. L'enquête se poursuit. Non, mais c'est parce que on comprend, là, il y a une intervention qui est nécessaire pour sécuriser tout le monde, sécuriser Mme Tremblay, sécuriser les autres personnes. Mais par après, là, est-ce que les policières ont moindrement posé des questions à la résidence, à savoir, quel est le dossier de cette personne-là, ou ils l'ont juste embarqué, ils l'ont menotté, ils sont partis avec? Si c'est ça, on a un sérieux problème. La dame en question, Mme Tremblay, est sous mandat d'inaptitude depuis novembre 2023, donc c'est pas récent, là. Ça devrait être en principe connu. Alors, deuxième point d'interrogation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a allumé au niveau de la résidence où elle était logée pour, justement, lever le drapeau aux policiers? Mme Tremblay, a des problèmes cognitifs. C'est connu, là. Elle est sous mandat d'inaptitude depuis 2023. Non. On l'arrête. On l'incarcère. Elle passe la nuit au poste. On la questionne. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde? Mme Tremblay est en perte cognitive. On la fait comparaître. On parle souvent, là, il y a des crimes, non-responsabilité criminelle, en voulez-vous un puis un autre. Dans l'actualité, il y en a plein, là. Des gens qui plaident ça, là. C'est pas toujours... Là, on est face à un cas d'une dame qui est en perte de contact avec la réalité. Après ça, le troisième point.
Et ça, c'est soulevé notamment par Paul Brunet, qui est directeur général du Conseil pour la protection des malades. Lui, il en revient pas là, que la pauvre dame fait face aujourd'hui à des accusations criminelles, imaginez. Pour une dame atteinte d'Alzheimer. Allô? Et l'autre problème, c'est que ça fait pas longtemps qu'elle était là. Ça faisait 4 jours à peu près qu'elle était admise à cette résidence-là. Et selon M. Brunet, puis là, il y a toutes sortes de catégories, là, tu sais, pour nous on n'est pas dans le milieu de la santé, on connaît peut-être moins ça. Mais essentiellement, la résidence où elle était, c'est une résidence de catégorie 3. Bon, c'est en fonction du niveau de service, de l'autonomie de chacun, etc. Son état à elle requérait une résidence minimalement de catégorie 4. Alors, visiblement, elle n'était pas au bon endroit. Tu sais, catégorie 4, là, c'est perte d'autonomie fonctionnelle, physique ou cognitive modérée à sévère. Ben, c'est pas mal le cas de Madame Tremblay. Puis tu sais, on voit des photos dans le journal où elle a des ecchymoses, tu sais, à la suite de son arrestation. Alors moi, je trouve que dans la chaîne de tout ça, il y en a plusieurs qui ont manqué à leur devoir, là. C'est drôle, j'ai jamais vu, moi, dans mes cours de psycho-géronto, un aîné se faire arrêter puis retrouver la mémoire. Là. J'ai jamais vu ça. Je lisais le témoignage, tu sais, de son mandataire. La personne qui est mandatée, là, justement, là, légalement parlant, pour signer ces documents, elle disait, elle peut même pas légalement signer un document, mais on va y faire subir un procès. C'est ça. On l'arrête, on la fait comparaître. Je veux dire, c'est complètement inacceptable. J'espère que ça la fera pas dégénérer plus vite, là. Parce que quand t'as des gros stress comme ça peut avoir des impacts sur sa santé. Vrai. C'est un très bon point. Mais tu sais, collectivement, l'histoire de Félix Séguin et Elissa Cloutier doit faire avancer des choses, puis doit aussi nous forcer comme société à nous poser vraiment des questions là, parce que c'est un enjeu, puis de plus en plus, on va être touché, que ce soit un parent, un grand-parent, nous-mêmes. Les pertes cognitives, là, c'est un enjeu. Moi, j'en ai eu dans ma famille. Je suis très sensible à ce genre d'histoire-là. Puis notre population vieillit au Québec rapidement aussi. Oui. Des cas de démence comme ça, je veux dire, ça c'est sur des années souvent, là. Il faut prendre soin de nos personnes âgées, ça n'a pas de maudit bon sens. Tremblay depuis 2012, en 2026. C'est sûr que la maladie a progressé. Parlons un peu de politique. Christine Fréchette, qui a été très généreuse, notamment lors de son dernier Conseil des ministres. Et ça fait beaucoup réagir, là, depuis que ça a été vanté, parce que ça a été fait sans tambour ni trompette, là, Alex. Ces dernières annonces-là, cadeaux qui ont été donnés à la volée, on dit cadeaux entre guillemets, mais c'est toutes sortes de subventions, financements octroyés à des entreprises à l'occasion du dernier Conseil des ministres. Là. C'était le 15 juillet dernier conseil, on se comprend, avant toute la période estivale, on revient à l'automne, mais à l'automne, c'est aussi les élections qui s'en viennent. Et là, à la dernière minute, on a donné toutes sortes d'investissements. 7,5 millions pour une entreprise d'aluminium. Après ça, on a donné un 217,5 millions. Ça, c'est comme la part, là, la plus grosse part du gâteau à Premier Tech, là, qui se trouve à Rivière-du-Loup, l'entreprise de technologie horticole. Eux disent non, c'est parce qu'on a un plan stratégique, ça vient soutenir tous nos investissements. Ajoute à ça un 19 millions qui a été donné à Ubisoft, entreprise française, un autre 6,6 millions pour Ubisoft Nova, un autre de leur studio. Tout ça, alors qu'Ubisoft a déjà des importants crédits d'impôt ici au Québec. En tout et partout, ça dépasse les 275 millions de dollars d'investissements qui ont été donnés là, dans les dernières semaines comme ça, mais surtout donnés sans aucun communiqué de presse. On n'a pas fait d'annonce officielle. On a juste lancé comme ça, là, au-dessus d'un quart de milliards de dollars comme ça à des entreprises un peu partout. Évidemment, là, plusieurs experts en gestion disent c'est tellement un manque de transparence que ça va finir par être dommageable pour le gouvernement du Québec dans son emblée. C'est assez spécial, Alex, surtout après les critiques. Je veux dire, tu sais, là, on a changé l'identité de la CAQ. Là, c'est rendu l'équipe Christine Fréchette. Oui. Là, on veut pas être pareil comme François Legault, qui lui, c'était le dépensier qui donnait des chèques à gauche, à droite, puis qui donnait des investissements Nordvolt, la filière batterie, à gauche, à droite, Lion électrique, à tout le monde. Mais là, elle fait exactement la même affaire. Ben, puis Alex, ajoute à ça aussi l'espèce de petite rencontre, là, tu sais, presque en catimini, là, avec la communauté d'affaires. Souviens-toi, ça avait fait les manchettes. Francis Gosselin avait dénoncé ça. D'ailleurs, l'opacité entourant cette rencontre-là, mais... Tu sais, dans le concret, on s'aperçoit que, parce que, je veux dire, je sais pas si c'est parce que Mme Fréchette fêtait le Noël du campeur, là, mais c'est parce que la saison des cadeaux puis des annonces, ça a coûté cher quand même au gouvernement du Québec dans les dernières semaines, derniers mois. Or, je sais pas si vous avez vu ça, le dernier sondage Palace Data Québec 125, l'actualité. Parce que là, on va rentrer dans une séquence de sondages, là. Il y en aura d'autres la semaine prochaine, mais je veux quand même mettre sur votre radar celui-là.
l'effet Fréchette, ça me nuise, là. En date d'aujourd'hui, c'est le Parti québécois qui est toujours en tête dans les intentions de vote. 31%, on est à plus 2. Les libéraux sont deuxième, 27%, plus 2. La CAQ, troisième, 19%, moins 1. Mais les libéraux, c'est étonnant quand même. Ils sont très, très proches des péquistes. Je dois vous avouer que j'ai quand même été étonné. Par les libéraux, parce que, il est où Charles? On a eu, moi, ça. J'ai trouvé ça tellement cocasse, cette publicité-là, dans les dernières semaines des libéraux, là, tu sais, c'est parce qu'on le cherche pour vrai. Parce qu'on le cherche pour vrai, tu sais, puis là, on le voyait faire du jogging, on le voyait prendre un café, puis c'est correct, tu sais. Il n'a pas été très présent cet été, mais les libéraux ont quand même monté de 2 points. On s'aperçoit quand même chez le vote francophone que le Parti québécois est toujours largement en tête, mais tu sais, vote francophone, la CAQ, là, c'est moins 6 pour être à 19%. Ouf. Et en ce qui concerne le taux aussi de satisfaction envers le gouvernement, Éric Duhaime très fort dans la région de Québec, on comprend pourquoi il multiplie ses efforts dans cette région-là. Il a de réelles chances, effectivement, de faire élire un ou plusieurs députés. Mais le taux de satisfaction envers le gouvernement, c'est toujours un indicateur que je regarde. 59% des répondants se disent insatisfaits. C'est en hausse de 3. 18% des Québécois seulement sont satisfaits du gouvernement Fréchette. Ça, c'est un recul de 2. Alors, ça, ce que ça veut dire, de 1, l'effet Fréchette s'estompe. De 2, tu sais, les espèces d'annonces, là, c'était pratiquement une journée, une annonce, là, avant la pause des vacances de la construction, ça n'a pas tant collé, là. Il n'y a pas eu vraiment d'effet Fréchette à long terme. On comprend, la CAQ était dans la cave au niveau des intentions de vote. Mme Fréchette a redonné une espèce de regain de vie à ça. Et la dernière question, qui ferait le meilleur premier ministre? C'est Paul Saint-Pierre Plamondon à 26%, Mme Fréchette à 19%. Troisième, savez-vous c'est qui? Éric Duhaime. Et où Charles? Non, c'est pas Charles. non, Éric Duhaime est plus loin, est à 12%. Charles est à 17%. C'est qui? Ne sait pas, à 18%. Oh, ne sait pas! Non, mais ça, ce que ça veut dire... Mon candidat préféré. Non, mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même une partie du vote qui est encore très volatile. Mais je trouve quand même que les résultats sont serrés, là, même en termes de parti, d'intention de vote. Je trouve que c'est très, très serré. Écoute, puis là, on rentre là. Dès la semaine prochaine, là, vous allez sentir que les choses vont vraiment s'accélérer. Ça va être extrêmement excitant en vue du scrutin du 5 octobre prochain. Puis s'il y a un endroit où vous ne voulez rien manquer de tout ça, ce sera à Cube ici, avec toutes nos équipes, bien sûr, d'analystes et d'animateurs. Bon, on parle souvent des dépenses de l'État. Oui. Dossier santé numérique. Et, tu sais, il y a 2 façons de faire des formations. Tu peux, le formateur peut venir à toi ou tu peux venir vers le formateur. Sauf que quand tu formes énormément de gens, la facture vient avec aussi. Ouais, Hugo Duchesne, notre collègue du journal, s'est penché sur des contrats 8, pour être précis, qui ont été publiés sur le système électronique d'appel d'offres là, du Québec. Et là, on apprend que Santé Québec a dépensé, là, le réseau de la santé en tout et partout, au-dessus d'un $500 000 de billets d'avion, d'hôtels, de dépenses de bouffe, de déplacements, tout ça pour envoyer 242 employés au Wisconsin, aux États-Unis. Parce que oui, on les a déplacés directement sur le campus d'Epic Systems, qui est bien sûr la multinationale là, américaine qui se trouve à faire le dossier santé numérique. Là. C'est eux qui ont obtenu le contrat. Mais là, eux, au lieu de se déplacer ici au Québec pour venir faire les formations, ils ont invité tout le monde sur leur gros campus de 4 km² en faisant des visites, puis en amenant tout le monde là. Puis on dit, là, c'est très important, vous savez, pour le déploiement de ce dossier-là. Je rappelle que le projet pilote dans 2 régions, on va atteindre 1,4 milliard de dollars d'ici 2036 là, de factures. Et là, ajouté à ça, 500 000 $, 270 000 en billets d'avion, 182 000 en chambre d'hôtel, l'hébergement là et le compte de dépenses, lui, 328 $ par employé par jour à peu près là, pour ce qui est de déplacement, repas, stationnement, allocation, etc. Est-ce que ça va payer dans le long terme? Qu'est-ce qu'on a enseigné comme ça? Est-ce que tout ce qu'on a fait comme progrès pendant la pandémie, durant laquelle on disait « Hey, tout peut se faire à distance, c'est le fun, le télétravail, on peut couper, économiser. » Pourquoi ça n'a pas été retenu dans ce cas-ci? La question se pose. Il y a bien des questions qui se posent, mais ça, les posées à Santé Québec, mais ils répondent pas, ils accordent pas d'entrevue, notamment à nos collègues du journal. Toujours facile de répondre par courriel. Tu contrôles un peu plus le narratif, tu contrôles plus les questions. Les yeux. Ouais, moi aussi, ça me fait rouler des yeux. Ceux qui n'ont pas le courage de venir en entrevue, là. Alors, citation de Santé Québec.
Je vais sortir ma plus Oui, belle oui, Oui, ok. vas-y. Vas-y, on t'écoute. Les déplacements effectués au Wisconsin visaient des activités ciblées de formation et de transfert d'expertise. Nécessaires au développement des connaissances internes. Les connaissances internes. Non, mais c'est ça l'explication de Santé Québec. Mais me voilà rassasié. Ben non, mais me voilà rassuré. Ben oui. Je vois pas pourquoi je voudrais poser, moi, comme animateur, d'autres sous-questions. Ben non. Y a rien, tout est dit. Tout est dit C'est dans la tellement citation. clair. Alors, tu sais, dans ce cas-ci, là, est-ce que c'est juste une façon, là, tu sais, de montrer, là, tu sais, ses bébelles, là, tu sais, de montrer son gros campus, puis tu sais, Ben non, voyons. On s'entend que, personnellement, j'en suis là. Il faut que ces employés-là qui vont manipuler le dossier santé numérique à tous les jours puissent bien le maîtriser pour que ce soit efficace. J'en conviens, là. Mais là, c'est qu'on parle pas... Tu sais, on parle pas, exemple, je sais pas, moi, d'une machinerie, là, tu sais, qui ne peut pas être déplacée, ou, tu sais, quelque chose, là, tu sais, où t'as des manipulations à faire, ou une parce que c'est de l'informatique, là. Tu sais, dossier parce que c'est dans le mot numérique. Dossier santé numérique. Fait que moi, que tu me formes au Wisconsin, c'est un gros campus là, qui a l'air d'un parc d'attractions, ou que tu me formes à Trois-Rivières, je veux dire, c'est numérique. Mot-clé de la phrase numérique. Peut-être que le prochain courriel qu'on va envoyer à Santé Québec, ils vont pouvoir nous C'est un éclairer fax, là-dessus. Alex, tu te trompes encore. Ouais, Je suis désolé. Les connaissances internes, c'est tellement important. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est super important. Ouais. Scène culturelle, Spider-Man est milliardaire, Ben, Isabelle. je vous sors mes connaissances internes pour vous dire que c'est assez exceptionnel. Là. Oui. C'est le deuxième meilleur démarrage après Avengers Endgame sorti en Ah, 2019. Puis il fracasse plusieurs records. Là. Je veux dire, milliardaire après 6 jours, c'est beaucoup. Cette année, d'ailleurs, il y a plusieurs films qui ont atteint le milliard de dollars déjà. On pense entre autres à Histoire de jouets. L'Odyssée de Christopher Nolan est sur le point aussi de dépasser le milliard de dollars. Faut dire qu'en termes de record, le meilleur démarrage de l'histoire pour un lundi en France. Il dépasse l'espèce de record établi par Black Panther en 2018. Donc, ça va très bien pour lui. Ceux qui l'ont vu aussi, les critiques sont très, très positives. Puis quand on regarde le budget alloué, c'est à peu près 225 millions. Donc, ils vont rentrer clairement dans leurs frais. Dans les autres films milliardaires, il y a le Super Mario Galaxy, Michael aussi qui est rentré dans cette histoire-là. Puis quand on regarde les 20 films qui ont le mieux marché au cours des dernières années, ce ne sont presque que des blockbusters. Là. On pense entre autres à Avengers, mais Spider-Man arrive en 3e, le dernier Spider-Man. Il faut vous descendre à la 20e position pour voir Harry Potter, mais sinon on est vraiment dans l'univers de Marvel presque partout. Dune? C'est quelque part là-dedans? Non, Même et pas dans les 20 premiers Bon. plus populaires pour un premier week-end. Dune, c'est parce que souvent les fans sont un peu plus lents à conquérir. Souvent, les statistiques ne notent que le premier week-end. Quand on compare ça, les gens donc se garochent en salle. C'est sûr que dans le cas de Spider-Man, en tout cas pour nous, il a pas fait super beau, donc ça peut aider les statistiques. C'est sûr que quand on regarde aussi le prix des billets, quand on fait des statistiques, faut quand même penser qu'il y a 20 ans, ça coûtait pas la même affaire. Donc ça aussi que je prendrais avec un grain de sel. Mais sinon, c'est quand même parlant de ce qu'on consomme, je trouve, dans les cinémas. Quand on essaie de rejoindre les jeunes ou quand on essaie de rejoindre les gens en salle, on regarde ce qui pogne, entre guillemets. Puis je pense qu'avec Spider-Man, ils ont visé en plein dans le mille. Ouais, non, c'est clair. Et au sport, ben, à l'Omnium Banque Nationale, Alexandre, c'est l'hécatombe. Sincèrement, hier, là, j'ai rarement vu ça en une journée. Là. Ouais, c'est assez fou là, de voir à quel point toutes les têtes de série, mais surtout nos têtes de série canadiennes là, doivent déclarer forfait pour diverses blessures. Là. Dans ce cas-ci, hier, la nouvelle est tombée là, à peine 2 heures avant le match là, qui devait l'opposer aux Français. Titoine Droguet, Félix Auger-Aliassime qui déclare forfait. Il a rencontré des journalistes, il semblait calme, même s'il était déçu. On peut l'écouter un tout petit peu sur sa blessure. Dans quelques petits instants, mais lui qui parlait de lundi avoir étiré quelque chose dans son dos à l'entraînement. Là. Puis il expliquait pas être capable de faire des services. Imaginez-vous donc, là, je pense que c'est assez important, merci, dans du tennis professionnel. Mais c'est sûr que là, ça s'ajoute à la fameuse liste. Là, on avait vu Denis Chapovalov être blessé, Gabriel Diallo abandonner son match, devoir déclarer forfait parce qu'il était blessé également. Il y avait 6 Canadiens en simple, sont tous éliminés maintenant ici au tournoi de Montréal. Les yeux vont se tourner vers Toronto pour voir des personnes de chez nous, parce que là, chez les femmes, Leila Fernandez continue d'avoir un bon tournoi. On va avoir là toutes sortes de têtes de série aussi qui vont être intéressantes. Mais hier, en plus de tout ça, ben Alexander Zverev, une des 2 premières têtes de série du tournoi, lui s'est fait sortir là, par surprise comme ça. Non, c'est sûr que pour l'intérêt dans le tournoi,
c'est pas très bon, là, considérant qu'il y avait 12 000 billets vendus déjà juste pour le match qui était censé arriver de Félix Auger-Aliassime. Ouais, et c'est sûr que ça a dû faire des déçus. Hier, moi, j'écoutais le match de Zverev. Ben, tu sais, Zverev, bon, première manche très serrée. Après ça, on se sentait, tu sais, en deuxième manche, là, il était plus lui-même. Il se faisait dominer par un joueur je dirais pas jusqu'à dire un illustre inconnu, mais dans le sens que ça... Méconnu. Ouais, c'est ça, il ne faisait pas partie des têtes de série. On peut écouter d'ailleurs les commentaires de Félix Auger-Aliassime en point de presse. Non, parce que j'étais encore dans la préparation du match jusqu'à il y a quelques heures. Donc, j'en parlais pas trop. J'en parlais seulement à quelques membres de mon équipe. Puis, on était aussi on se préparait pour un match aussi. Donc, il y avait cette chose où on testait mon dos, mais j'essayais aussi quand même de jouer ce soir. Donc, maintenant que la décision est prise puis que je suis plus dans le tournoi, ben, demain, je vais faire les tests nécessaires, à savoir comment cette blessure-là évolue. Puis, Donc, il va pouvoir en savoir plus dans les prochains jours. Une fait à noter, la pluie a pratiquement presque sauvé le tournoi de Félix Auger-Aliassime. Lui qui, il disait, le lundi, s'est fait mal. Qu'on a reporté son match, justement, de mardi à mercredi. Il espérait peut-être récupérer à temps. Finalement, ça n'a pas été Puis le cas. on sentait, là, tu sais, Valérie Tétrault, la directrice du tournoi de l'Omnium, là, tu sais, on la sentait, là, assommée hier en point de presse, avec raison.